On trouve beaucoup de gens qui ont fait à peu près la même chose que moi, hein, donc dans l'eau ou la construction. Souvent les deux sont liés d'ailleurs. Enfin, c'est souvent les mêmes personnes qui font les deux. On trouve aussi des gens dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture. Il y a beaucoup d'agronomes qui sont recrutés par les ONG parce qu'une bonne partie de l'aide au développement, c'est pour améliorer des pratiques agricoles ou en développer des nouvelles. Sur la santé, c'est pas forcément du médical, hein, ça va être aussi beaucoup de programmes liés à la malnutrition. Et puis après, comme autre métier, je dirais un peu transversaux, il y a ce qu'on appelle la logistique, donc savoir approvisionner en matériel, mettre en place, installer une base, un bureau, une clinique, enfin toutes ces choses-là. Et puis l'administratif et la finance, quoi. Parce que justement, il faut toujours de l'argent, donc il faut toujours le gérer. Non seulement il faut le gérer au mieux, mais en plus, il faut rendre compte aux financeurs, quels qu'ils soient. Si c'est un ensemble de particuliers qui, au travers d'une association, financent tel ou tel projet, ces particuliers-là, même s'ils font confiance à l'association, ils ont envie de voir, de connaître le résultat, ce qui est assez logique. Alors, si c'est une institution comme l'Union européenne, le ministère des Affaires étrangères français ou d'autres financeurs étrangers, alors là, non seulement ils ont besoin de le savoir, mais c'est contractuel. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas l'information, ils ne vous envoient pas les sous. C'est logique aussi, mais et donc, vous avez des délais à suivre, vous avez des cadres de financement, des procédures comptables et financières, même pour l'acquisition, hein, d'achat de matériel qui parfois peuvent être assez draconiennes. Donc des comptables, des administrateurs, donc pour tout ce qui est contrat aussi, les contrats du personnel expatrié, mais aussi personnel local. Donc ça, c'est les assurances des bâtiments, des véhicules, enfin toutes ces choses-là. Donc beaucoup d'administrateurs ça on en trouve partout, des administrateurs et des financiers. Dans tous ces domaines-là, c'est beaucoup des équipes locales. Après, ça dépend des organisations, mais il y a aussi une structure dans le pays avec des expatriés, et puis une structure au siège. Ça dépend de la taille de l'organisation. Si vous êtes sur une organisation, alors je vais vous prendre comme exemple, la première organisation avec laquelle j'ai travaillé, donc, qui s'appelle Madeira, c'était en Afghanistan. C'est une organisation française. En France, il y avait 2 employés, donc la déléguée générale et son adjoint, qui étaient chargés de faire le lien avec les institutions françaises ou européennes. Mais la directrice était en Afghanistan, c'était une expatriée. À l'époque, le responsable administratif et financier, à l'époque, était afghan. Il avait 1 ou 2 expats qui travaillaient avec lui, mais sous ses ordres. Il y avait 3 ou 4 autres expatriés plutôt sur des aspects techniques. Et puis tout le reste de l'équipe était afghane. Il devait y avoir 300 personnes en tout. Et tout ça, c'était géré en très grande partie en Afghanistan. Une autre organisation avec laquelle je suis parti par la suite, qui était beaucoup plus petite, on faisait une première partie de la compta au Yémen, et ensuite c'était envoyé au siège qui finalisait ça et qui mettait tout ça, parce que c'était une ONG qui était plus petite mais qui travaillait dans plusieurs pays. Donc la compta de chacune des pays était préétablie dans le pays d'origine, mais après c'était consolidé au siège en France. Dernièrement, j'étais à la Croix-Rouge française, c'est pareil. Alors là, sur chacune des bases, il y avait des responsables qui assuraient la compta,
et l'administratif et la logistique. C'était remonté au bureau en capitale qui reconsolidait l'ensemble des bases, et ensuite c'était envoyé à Paris qui reconsolidait pour tous les pays, et avec des niveaux de vérification, c'était vérifié 4 ou 5 fois la compta. C'est un peu un casse-tête des fois, mais bon, ça peut être ça dépend vraiment des structures, et donc on peut avoir ce genre de métier au siège, en capitale d'un pays étranger, et après sur des bases différentes. Ça dépend comment fonctionne l'organisation, ça dépend du nombre de projets, des montants en jeu pour les projets, du type de financeur aussi. Enfin, on peut avoir, ça peut être très très loin. Et donc d'autres types d'emplois qu'on a rencontrés, c'est les gestionnaires de projets ou les coordinateurs de programmes. Donc coordinateur de programme aura plutôt plusieurs projets à gérer ou plusieurs équipes, et ça on en trouve aussi, on peut en trouver au niveau capital, et puis après dans des bases ou dans des sous-bases. On a tout, ça dépend vraiment de la taille de l'organisation. Et ça a été très très riche parce que je me suis rendu compte aussi de ce qu'ils subissaient par leur culture. C'est-à-dire que dans leur éducation à l'école, on leur dit, ils sont tellement nombreux, et qu'il y a un professeur, bon, pour je ne sais plus combien de gamins, hein, mais ça peut être un nombre assez conséquent. Et donc, surtout, on leur apprend à se taire, hein, à écouter, ne rien dire. Et le jour où on leur demande, en fait, de donner leur avis, au début, c'est compliqué. En fait, ils n'osent pas. Et c'est ça qui a été riche, parce qu'à force d'aller les chercher, de leur dire, bah oui, tu existes en tant que personne, tu as une valeur, tu peux te faire confiance, et j'ai besoin de toi parce que sans toi, je ne peux pas faire ce travail. Et là, j'ai vraiment découvert des mines d'or, quoi, des gens qui avaient des idées, et on a fait un boulot en 3 mois, enfin extraordinaire, parce qu'il y avait une telle volonté de tout ce groupe, et c'était des bosseurs, effectivement. Là-bas, je veux dire, moi, les week-ends, je bossais, quoi. Le samedi, le dimanche, enfin, mais je le vivais bien parce que c'était tellement... ça se passait dans de bonnes conditions, il n'y avait pas de stress, il y avait une volonté de tous. Et ça a été vraiment une expérience riche, quoi. Et Madagascar, j'ai vécu la même chose avec un jeune infirmier qui s'est vraiment beaucoup investi, quoi. En plus, sur l'Asie, ils sont beaucoup plus méfiants que l'Africain, quand même. La relation est différente, quand même. L'approche est un peu différente. Et puis, il y a des ethnies particulières aussi là-bas. Et une fois que qu'on les connaît, qu'on sait comment ils fonctionnent, ils commencent à se livrer. Et au final, ils ont un tas d'idées. Et surtout, moi, ce que je me suis rendu compte, ce qui était important, c'est surtout de faire avec ce qu'ils ont localement au maximum. Parce que dans le dispensaire, moi, je m'en suis vite rendu compte. Hein. Au début, on arrive avec nos réflexes un peu d'européennes. Hein. Où est l'alcool ? Où sont les pansements ? Et puis très vite, on s'aperçoit que ça n'arrive jamais en temps et en heure. Hein. Et puis, moi, je les ai observés pendant 8 jours. Après, je leur ai dit, dites-moi quels sont vos besoins. Et on a tout repris comme ça. On a tout démantelé, hein, que ce soit de la pharmacie, l'organisation du secrétariat, le rangement des seringues dans la salle de soins, la manière de faire le soin, etc. Eh bien, on est revenu à des choses très simples. Hein. Ils avaient une tonne de savon en réserve qu'ils n'utilisaient pas. On est reparti sur des choses basiques, mais qu'ils puissent au moins faire des soins à peu près dans une hygiène, on va dire, correcte. Et ça, très vite, ça m'a servi de leçon parce que je me suis dit, là, désormais, quand je travaille avec eux, j'épluche d'abord tout ce qu'il y a sur place. Parce que je me dis que le jour où je suis partie, ils peuvent continuer sans moi parce qu'ils ont la matière première sur place. Et ça, c'est essentiel quand on travaille avec eux. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais la nuance entre les besoins exprimés et les besoins réels. Moi, sur ce projet en Afghanistan, c'était pour réhabiliter des canaux d'irrigation. Et les premières réunions que je fais avec les villageois, ils me disent on va faire des beaux canaux en ciment, quoi. Mais c'est des kilomètres et des kilomètres. Donc déjà, de manière très basique, dans le budget, c'était pas possible. On pouvait pas acheter du ciment pour faire des dizaines de kilomètres de canaux en ciment ou en béton. Et puis même, le problème, c'est que une fois que ces canaux, parce que ces canaux, il faut les entretenir, ça se casse, il y a des... Voilà, sur 10 km, vous avez des ouvrages, il y a de la maintenance à faire, etc. Quand c'est la technique du ciment qui est utilisée,
quand ça se casse, quand c'est un canal en terre, ce qui est une technique très utilisée, même en France, hein, les canaux en terre, il faut du savoir-faire, mais qu'eux avaient. Mais après, du savoir-faire et des outils assez basiques, vous le réparez, votre canal. Sauf sur des passages assez particuliers où il faut des aqueducs, des ponts, ou je sais pas quoi. Mais un canal basique, il n'y a pas besoin de ciment. Il a fallu batailler pour leur expliquer que s'ils faisaient du ciment, le jour où ça serait cassé, eux ne seraient pas capables de le réparer. Et ça, c'est revenir sur leur technique, alors pas forcément sur toutes leurs techniques traditionnelles, c'est-à-dire qu'il y a des choses à améliorer et il y a des choses qui peuvent être optimisées, et puis parce qu'il y a des nouveaux matériaux aussi, mais c'est beaucoup de discussions, et puis il ne faut pas oublier, oui, on rencontre des gens qui sont des mines d'or, des gens passionnés, des gens investis, etc. Mais on rencontre aussi des imbéciles, des crétins, des gens malhonnêtes et des cons. Ça, on en rencontre, mais comme partout. Enfin, ils sont pas forcément meilleurs que nous. Ils sont pas pires, mais ils sont pas meilleurs que nous. De manière générale. Donc, quand vous discutez avec un groupe, ça, il faut le savoir. Et surtout quand on fait des projets. Les projets et les gens avec lesquels on travaille se nourrissent aussi des erreurs qui sont faites et des échecs. C'est-à-dire que des projets qui réussissent de A jusqu'à Z à 100%, moi j'en connais pas. Ou alors il y a un truc bizarre, quoi. C'est que entre ce qu'on nous dit et la réalité, c'est qu'il y a... Non, ça n'existe pas. Alors, mais par contre, il faut vraiment tirer des enseignements de tout ça, et il faut aussi, c'est toujours des apprentissages. Et c'est ça qui est difficile aussi, et c'est pour ça que c'est difficile aussi pour les financeurs de le valoriser, c'est que quand vous dites à telle ONG, tiens, je te donne de l'argent pour construire cette école-là, il dit, bon, je vais avoir mon école qui va être construite. Quand on lui dit, tiens, je te donne cet argent pour faire du développement dans tel village, le résultat, il faut essayer de bien le calibrer au départ, parce que le développement, ça va être quoi? Est-ce que ça va être le nombre d'enfants scolarisés? Est-ce que ça va être le nombre de personnes au dispensaire? La diminution du nombre de personnes au dispensaire? Si ça, c'est bien précisé au départ, il y a moyen de s'entendre, il y a moyen d'avoir des choses intéressantes. Mais il faut être assez précis. C'est là que c'est intéressant. Mais c'est un travail qui est compliqué, qui est difficile, qui est compliqué, qui est difficile, après où il y a beaucoup d'animation, pour le coup, beaucoup de concertation avec les populations. Sur les projets, moi, sur lesquels je suis, il y a un gros travail avant à chaque fois de communication, d'échange en fait avec les équipes, avec les chefs du village, etc. Et même quelquefois le maire sur certaines villes plus grandes. Et si on n'a pas leur feu vert, on peut juste oublier, quoi. Même pour faire des interventions au collège. Moi, je me souviens que je suis arrivée sur une région où ils avaient eu des ONG à passer pour sensibiliser les jeunes sur la sexualité. Et visiblement, ça s'était très très mal passé, où il me dit oui, en fait, en leur parlant de tous ces moyens de se protéger, ils les ont influencés, encouragés à pratiquer une sexualité, etc. Donc je l'avais laissé un peu dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Et en fait, moi, je lui ai expliqué que je parlais de sexualité, mais en fait, je ne parlais pas de contraception. Parce qu'effectivement, j'avais compris qu'ils en savaient autant que moi, voire plus. Et qu'en fait, en leur disant ça, eux, ce qu'ils retenaient, c'est que s'ils prenaient le préservatif ou s'ils mettaient s'ils prenaient la pilule, ou là-bas, ce qui est beaucoup, c'est les injections de progestérone ou les implants, et ça y est, on peut y aller, c'est la vie, la liberté. Donc moi, du coup, c'est vrai que j'avais compris ça et j'avais grillé ça et j'ai surtout insisté en fait sur toutes les maladies. Et là, quand on leur montre des photos de toutes les maladies sexuellement transmissibles, de l'évolution de quelqu'un atteint du sida, et en plus qu'on leur explique que quand ils font ça, c'est pas uniquement eux qu'ils engagent, mais aussi toute une famille derrière qui va devoir s'en occuper parce qu'il ne pourra plus travailler. Ça, c'est un discours en fait qu'ils entendent. Et du coup, ce monsieur au collège, je me souviens, au début, j'avais eu droit à un essai d'un après-midi. Et en fait, après, il m'a dit « revenez ».
Et en plus, du coup, on a pu dépister des jeunes qui étaient en difficulté. Chez certaines jeunes filles, où on avait des grossesses précoces. Et c'est de là, d'ailleurs, qu'ils m'ont demandé de revenir travailler là-dessus, parce qu'il y a un gros problème avec les grossesses précoces sur le Bénin. Que ce soit sur la capitale, d'ailleurs, ou sur le nord, à Natitingou, ou au-dessus encore. Voilà, il y a à Tangueta, voilà. Donc, voilà, pour vous parler un peu de... En tout cas, ce qui est important, enfin, je sais pas, moi, toutes les missions qu'on m'a envoyées, c'est vrai que j'ai à chaque fois fait un gros travail avant sur l'histoire du pays. Et vraiment, ça, je pense que ça aide. Et d'abord, ils apprécient. Quand on arrive et qu'ils voient qu'on connaît l'histoire de leur pays, qu'on sait qu'il y a différentes ethnies, qu'on sait un petit peu, on ne connaît pas tout, mais qu'on connaît le gros du mécanisme, ça, du coup, ça les met en confiance et du coup, ils comprennent qu'on les respecte. On ne vient pas là pour les écraser et leur dire, voilà, mais de leur dire, voilà, on est là juste pour vous aider, on est un relais, mais c'est vous l'acteur principal. Et de leur dire, voilà, votre histoire, on la respecte, votre culture, on la respecte. Et bien ça, moi, je me suis aperçue que ça m'avait quand même bien aidé sur les différents pays où je suis allée. Et puis du coup, c'est une richesse pour soi, de dire, d'apprendre tout ça, quoi. Ça développe aussi une tolérance, un respect de l'autre et une tolérance autrement que d'apprendre chez nous. On peut l'apprendre, bien sûr, mais bon, c'est ce que je disais, dès lors on va de toute façon dans des associations, ou même dans du sport, voilà, on apprend à vivre en groupe, on apprend à être tolérant. Mais là, c'est vrai que de par cette expérience humanitaire, ça a vraiment été une belle expérience au niveau de la tolérance, quoi, et d'accepter la différence de l'autre.